et vous écoutez Range la Guimauve. C'est l'histoire de la création de mon podcast. C'est l'histoire d'un burn-out. C'est mon histoire à moi. Pendant des mois, j'ai écrit, j'ai imaginé ce podcast, j'ai tourné en rond, je suis allée dans une direction, j'ai fait marche arrière. J'ai tout essayé, tout tenté. J'ai abandonné. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce serait d'avoir des représentations dans des galeries d'art importantes, dans des musées, dans quelque chose qui peut montrer que ma marque a été pionnière du changement vestimentaire et d'un changement aussi qui va envers l'écologie. Je veux que ma marque reste quelque chose d'artisanal, mais qui puisse nettoyer entre guillemets le monde à sa manière. Aujourd'hui, je te partage un épisode que j'ai enregistré avec Livio, le créateur de Needless. Livio, il a 22 ans, il a créé sa marque qui est basée sur la slow fashion et l'upcycling. Il a des rêves assez immenses et que personnellement, je pense qu'il va réaliser. Je pense que c'est important que tu l'écoutes parce que moi, je voulais à mon micro des personnes comme Livio, des personnes qui ont un rêve et vont tout faire pour le réaliser. Et je pense qu'on a besoin de ça, on a tous un rêve et des fois on se bat pas assez pour notre rêve. Quand tu rencontres quelqu'un comme lui, ça te donne envie de te dire ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie qu'il reste après mon passage sur Terre. J'espère que tu vas l'écouter, que ça va te donner envie de découvrir la marque. Pourquoi pas acheter une pièce? Dans tous les cas, si tu veux aussi, tu peux le contacter soit via Insta, soit par mail. Si tu as des vêtements que tu portes plus et que tu as envie que ces vêtements ils aient une seconde vie et que ce soit de l'art à porter, il suffit de lui envoyer un message et de contribuer à ton niveau à cette dépollution que lui, il veut tellement provoquer. J'espère que tu vas aimer l'épisode et que tu vas contacter Livio. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta marque, du coup, de Needless, de comment tu l'as créée, comment ça t'est venu, quand est-ce que tu as commencé? J'ai beaucoup de questions. Oui. Et quels sont tes rêves par rapport à ta marque? Ok, waouh, les rêves, ça va être loin. Ok, alors comment ça a commencé? Moi, j'ai fait 3 ans de design. De base, c'était du design, soit d'objets, d'intérieur ou de plein d'autres choses. Et ils proposaient aussi de la mode. Et je me suis énormément plu dans la mode et ça me permettait de m'exprimer à mon plein potentiel. Et en fait, je l'ai vu un peu comme une évidence lors de ma 2e année d'école. Et en fait, très vite, au bout de la 3e année, moi, je me suis diplômé en design de mode et je me suis dit très vite que je voulais créer ma propre marque. Mais vu que je ne suis pas un enfant du capitalisme et que je n'aime pas trop comment on surmène ce monde vis-à-vis même des ressources premières dont on a besoin, etc., j'ai essayé de me concentrer pour en faire découler une marque éco-responsable. Mais pas éco-responsable comme on a l'habitude d'entendre, avec des matériaux recyclés ou des trucs comme ça, qui au final, prêchent quand même vis-à-vis de l'écologie. Et en fait, du coup, la seule solution, qui s'était ouverte à moi, c'était de récupérer et de essayer de embellir les choses qui avaient déjà été, utilisées. Et donc c'est un peu de la valorisation de vêtements, c'est-à-dire donner une 2e vie aux vêtements, même une 3e, une 4e, ça m'importe peu, mais c'est l'idée de vraiment donner une nouvelle vie, une nouvelle vision de ce vêtement-là. Et donc ma marque se concentre sur l'upcycling, sur le fait de récupérer les vêtements déjà, que ce soit invendus ou jetés ou qu'on n'utilise plus, etc., et de les transformer pour que ça en devienne une marque artistique. Et en fait, très vite aussi, j'ai plus penché vers l'art que vers une marque de mode contemporaine comme on a l'habitude de voir. Parce que très souvent, les marques de mode contemporaine, elles ont des emplois du temps, des prévisions de collection, etc., 1 an à l'avance et tout. Moi, je suis moins de ce côté-là.
parce que je trouve qu'on va beaucoup trop vite et que le monde est trop rapide et qu'on n'a même pas le temps de savourer quelque chose qu'on fait, qu'on doit déjà passer à autre chose. Et donc j'ai voulu prendre ce challenge-là de ralentir totalement et de me dire: «OK, bah, maintenant je vais faire dans la slow fashion, au lieu d'être dans la fast fashion», donc vraiment diaboliser cet esprit-là de devoir toujours sortir une nouvelle collection, un nouveau truc et cetera. Et pour moi, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant pour moi, c'est d'approfondir un sujet, d'approfondir, une vision, un vêtement, un tableau et cetera, et donc je penche beaucoup vers ce côté-là artistique parce que, il y a une idée et un déclic qui m'a un peu guidé, vers, ce monde plus artistique. Et en fait, très souvent, on s'habille pour, envoyer un message. Je sais pas si bah, sûrement tout le monde, comprendra, mais on s'habille dans un certain style parce qu'on est une certaine personnalité, on s'habille, parce qu'on veut se sentir beau ou parce qu'on veut renvoyer un message à ceux qui peuvent nous voir. Et donc à partir de cette idée-là, j'ai compris que les messages étaient multiples et que on pouvait, jouer avec le vêtement, jouer avec, les messages, les sujets, pour pouvoir envoyer vraiment, les messages dont je trouvais l'importance capitale. C'est un peu comme une forme d'expression, un peu comme le fait de se maquiller. Exactement, ouais. Peut-être qu'on les porte de manière pas très consciente, mais là, tu peux transmettre beaucoup plus au niveau identité, quoi, et même remettre en question un peu des choses identitaires. Carrément, mais c'est exactement ça. Et du coup, en étant un moyen d'expression, très puissant et que, littéralement toute la planète utilise, parce que c'est un moyen d'expression et je ne connais pas beaucoup de gens qui sortent tout nus. En fait, je me suis dit, bah, alors pourquoi pas mélanger, l'art, mon art qui est plutôt brut, avec des sujets, très marquants, très frappants, avec le vêtement et d'essayer d'incarner mes tableaux, textiles, ou mes dessins et cetera par, le vêtement. Et donc en fait, j'ai transmuté, mes tableaux et mes dessins sur mes vêtements, en faisant tout ça à la main, en peignant sur les vêtements à la main, en faisant des recherches sur les peintures qui pouvaient, passer à la machine et cetera, pour que, le message y reste et qu'on puisse vraiment incarner le message, qu'on veut porter, quotidiennement ou, même qu'on a envie de porter, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça. Et donc en fait, ma marque, elle est porteuse de plusieurs messages. Il y a des pièces qui sont, vraiment ciblées sur un message, très particulier, comme, la violence, animale, il y a le tableau justement «C'est toi le chien, si tu frappes le tien», qui a une silhouette qui est dédiée à ce tableau-là et donc on peut incarner, ce sujet. Mais il y a, des messages multiples parce que du coup, needless, on a besoin de moins et donc au lieu de faire du prêt-à-porter, c'est plus de l'art à porter. Et dans ce jeu de mots, en fait, c'est aussi, l'écologie est d'importance capitale selon moi. Et le fait de récupérer tout, même si c'est pas une pièce qui est, destinée à un tableau, c'est déjà une façon de revaloriser et de mettre de l'art sur un vêtement et donc de pouvoir, vivre, cette écologie, de incarner, ce message, de dire, bah, ce pantalon, il a été porté pendant, je sais pas, une dizaine d'années et pourtant aujourd'hui, je l'ai, recréé de zéro, je l'ai décousu, pour le recoudre différemment et lui donner une nouvelle vie. Et donc c'est très important pour la marque. Il y a plusieurs messages qui sont à prendre et je trouve ça très amusant de pouvoir, déconstruire pour reconstruire autrement et je pense que c'est le truc le plus important, dans ce monde aujourd'hui, c'est d'essayer de déconstruire tout ce qu'on nous a laissé, pour pouvoir mieux le reconstruire, au cours de notre chemin, de notre route. C'est assez passionnant quand tu penses, par exemple, tu as porté un truc, c'était un peu ton truc fétiche. Genre, toi, tu fais beaucoup les jeans, c'est très présent le jean. Ouais. Mais je trouve qu'en plus, le jean, c'est un peu un vêtement emblématique. Tu sais, où tu as le jean, tu te sens bien dedans. Et donc, Ouais. tu sais pas quoi mettre et tout, ou tu vas mettre avec un haut, ou un petit truc sympa. Et t'auras ça, c'est vraiment sur repère. Et tu vois, j'aime bien l'idée de lui offrir une seconde vie. Ouais. Moi, là, j'ai vendu un jean, genre, je l'ai porté et il représentait une période de ma vie et j'y tenais, en fait, parce que je le portais à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait le choix de me dire: «Je vais le vendre à quelqu'un» pour que derrière, moi, il y a du négatif dessus, donc je vais
pas lui coller cette mauvaise négativité. Ouais. Et la personne qui va l'acheter derrière, elle lui offre une autre vie. Et genre, tu vois, dans mes messages et tout, je lui ai dit, c'était un de mes jeans fétiches, mais j'ai envie, tu vois, que quelqu'un d'autre en profite. Et genre, je suis trop contente de me dire, tu vois, il a une nouvelle vie, quoi. Donc, façon tu vois, il a une nouvelle chance. C'est limite un truc que, C'est limite les exactement humains, ça. des fois, t'aimerais avoir ça. Une Tu nouvelle vois, chance, ouais, carrément. vraiment repartir à zéro. Carrément. Et je trouve ça vraiment, genre, super intéressant. Bah, quand on parle de ça, d'une nouvelle vie vis-à-vis des vêtements, en fait, moi, justement, tu me demandais quels sont mes objectifs ou mes rêves avec ma marque, etc. Ce serait justement de pouvoir récupérer tous les vêtements qui sont invendus pour en faire quelque chose, que ce soit des tableaux gigantesques qui pourraient devenir même des tapis, tu vois, sur lesquels tu peux marcher. Tellement c'est grand, enfin, en fait, il y a tellement de possibilités, mais moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de réduire l'impact, écologique, avec ma marque et la meilleure façon de le faire, c'est de récupérer tous les vêtements. Je sais pas si tu as vu même, les décharges de vêtements. Mmh. Je sais pas, ça, c'est Oui. un sujet En très fait, c'est important. hyper, et on pense bien faire en mettant dans les containers, c'est ça que tu veux dire? Et en On fait, il y les a une dérive. expédie, en Ouais. fait, on les expédie à des pays, sous-développés malheureusement et qui les stockent dans des endroits qui sont habités. Il y a pas des îles comme ça? Il me semble que j'avais vu des îles où c'est devenu, genre, ouais, il me semble, hein. Si, mais même, il y en a, il me semble, je sais plus si c'est au Mexique. Mais en fait, ça crée tellement de problèmes parce que ça pollue tout ce qui est autour. C'est des décharges qui sont à ciel ouvert, donc la pluie, tout ce qui peut Mmh. affecter les vêtements et les produits chimiques qu'on met même sur ces vêtements, parce que la plupart du temps, ces vêtements-là, ils sont expédiés sans même avoir jamais été vendus, Mmh. jamais avoir été utilisés, donc jamais lavés, et donc très souvent, il y a des produits chimiques pour maintenir OK. la couleur ou la teinte ou le fait que ce soit parfait en magasin. En fait, on met beaucoup de produits chimiques sur les vêtements et Mmh. le fait que ne soit même pas vendu et qu'on doit juste jeter le stock parce qu'on a une nouvelle collection qui arrive et qu'on doit mettre la nouvelle collection en avant et on doit jeter l'ancien stock. Et donc on paye des pays sous-développés pour qu'ils stockent ça dans des déchetteries à ciel ouvert. Tu vois, ça, je savais pas. Est-ce que du coup, un de tes rêves ou objectifs ou un de tes vœux, ce serait que une personne qui se dirait, allez, je prends mon sac de vêtements, j'ai fait du tri dans mon placard, au lieu d'aller l'amener dans ce container parce qu'elle pense qu'elle fait un truc bien, Ouais. Ce elle, conteneur-là, pour le coup, c'est pas mal. c'est pas mal. Parce il y a beaucoup de vêtements qui sont réutilisés pour les personnes dans le besoin. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Moi, je parle plus des multinationales, D'accord. des grandes marques de la fast Ok. fashion, Zara, H&M, tout ça, tout ça. En fait, mais même des marques, des grandes marques, Gucci, Fendi, toutes ces marques-là, elles partagent une façon de se débarrasser de leurs anciennes collections ou des trucs qu'ils savent qu'ils ne vont pas être vendus de cette manière-là. Les containers, c'est pas mal, même si la moitié de ce qui est jeté dans les containers est tellement inutilisable que au final on finit quand même par le jeter. Parce que très souvent les gens le prennent plus pour une poubelle. Ouais, et aussi, il y a aussi que des fois, t'as même plus de place. L'autre jour, j'ai vu passer des gens, ils Ouais, avaient voulu carrément. déposer, et tu vois, c'était plein, ils avaient posé les sacs devant. Est-ce que toi, t'aimerais que quelqu'un qui écoute l'épisode se dise, bah, plutôt que, tu vois, ils partent et ils vivent rien, et ou ils polluent aussi? Je préférerais qu'ils me les donneraient, ouais. Oui, t'aimerais Je bien que, préférerais, oui, ouais. ouais, bah, carrément. Que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais que les gens te contactent soit sur Insta, soit par mail et te disent, Ouais, c'est dans les Alpes-Maritimes, j'ai des vêtements, parce que toi, t'en as besoin. Moi, je sais que je t'avais donné des jeans quand je suis partie en ouais. Corse, mais voilà, que les gens se disent, bah écoute, j'ai trop envie que mon vêtement, il vive un truc de fou, Mmh. il se transforme, etc. Et qu'ils te contactent, t'aimerais bien? Bah, carrément, mais parce que ça me fait toujours plus de matière sur laquelle travailler tu me disais pourquoi le jean? Tu me parlais du Mmh. fait que le jean c'était ma matière fétiche. Bah, en fait le jean, si on regarde bien dans l'état de production, ça prend des litres et des litres d'eau à être construit, et en fait c'est une des matières les plus polluantes en tant que construction, après justement l'élastane, etc., parce que ça c'est pétrolifère, donc c'est avec du pétrole que c'est créé. Mais le jean aussi est très dépensier d'énergie pour être créé, et très souvent il est jeté au même niveau que les autres. Donc en fait, on est juste en train de tuer la planète de manière conséquente, à petit feu.
Mais je pense qu'on le sait pas forcément. Tu vois que sur le jean, moi je le savais que c'est hyper polluant parce que tu l'as peut-être vu passer, truc machin, mais peut-être qu'il y a des gens, ils en ont aucune idée. Savent pas. Et que les jeans, pour le coup, en off, on me parlait, tu sais, genre si t'évolues, par exemple t'as grossi, t'as maigri ou quoi, il va plus t'aller des fois. Oui. Les femmes, faut savoir qu'il y a le jean sac d'os. Je sais pas si tu connais ce concept. Ah. C'est dans Sex and the City. Ton jean sac d'os, c'est le jean que tu portais par exemple quand t'étais, je sais pas moi, adolescente ou quoi. Okay. Et en fait, l'objectif, c'est très patriarcal, mais l'objectif, c'est de rentrer dans ton jean sac d'os. Oh mon Dieu. Et dans Sex and the City, elle a une grossesse, donc elle mange beaucoup moins après parce qu'elle s'occupe, je crois, du bébé. Oui. Et elle re-rentre dans son jean sac d'os. Et là, c'est, tu vois, genre l'objectif de ouf. Mais sans ça, sans parler de ça, je veux dire, les jeans, je pense que quand tu t'en sépares, c'est rare quand même, je pense, l'affectif comme moi. Il m'évoque une période de ma vie, tu vois, il y a une grosse sensibilité dessus. Mais souvent, ça va être juste parce qu'il ne va plus. Par exemple, tu rentres plus dedans. Et ça, tu m'expliquais que toi, tes jeans, en fait, tu vas le dire mieux que moi, mais ils font 2 tailles. En fait, mon idée vis-à-vis du jean, c'est que pour simplifier le patronage, alors ça c'est un peu technique, mais pour simplifier la construction et la création du jean, moi je me suis concentré sur le fait qu'il n'y ait pas de devant ni de derrière, alors que dans tous les jeans qui sont en circulation, il y a une ceinture avec du coup justement une zip et un bouton avec un devant et un derrière. Et en fait, dans ce que je fais, il n'y a pas réellement de devant ni de derrière parce que dans mon patron, c'est-à-dire ce que j'utilise pour le créer, j'ai fait des modifications qui me permettent justement de mettre le dos du pantalon devant et le devant derrière. Mais en plus de ça, ma ceinture est directement rattachée au pantalon. C'est-à-dire que je n'ai pas à coudre une ceinture en plus et donc ça ne définit pas une taille spécifique. Ça permet à la taille de s'adapter à la personne qui l'utilise et très souvent c'est que de l'élastique. Moi j'utilise de l'élastique pour que ce soit le plus inclusif possible. C'est-à-dire que si je dis que c'est une taille M, ça pourra aussi accueillir une personne de taille L. Et donc on peut grossir, maigrir, il y a aucun problème. Les élastiques vont toujours s'adapter à la morphologie de celui qui utilise le pantalon. Et en termes de largeur, le pantalon ne changera jamais. Que ce soit une taille S ou une taille XL, il y aura toujours la même largeur pour les jambes. Et donc en fait, je me base sur un patron oversize. Parce que moi j'adore les vêtements oversize et du coup ça nous permet d'avoir une base qui est toujours la même, une base qui est très solide, mais la ceinture change en fonction des tailles que je veux faire. Par exemple, si je fais une ceinture de S, elle pourra aussi accueillir une personne qui fait du M et vice versa. Si je fais du L, ça pourra accueillir du XL. Et en fait, c'est toujours une taille en plus. Si je fais une taille S, justement une personne elle pourra grossir ou remaigrir ensuite. Il y aura aucun problème. C'est justement dans l'inclusivité de tout le monde. Et le vêtement peut suivre la personne du coup dans sa vie. Potentiellement, quelqu'un qui achète un jean avec ce type de patron, tu peux le garder toute ta vie. Le seul petit bémol peut-être, c'est que s'il y a une dégradation du vêtement, parce que ça peut arriver, on fait pas gaffe, on s'accroche, il y a une couture qui pète quoi. Moi, ça me dérange pas de reprendre le vêtement, de le réhabiliter et de le rendre. De réparer aussi. Réparer, oui, ouais. Pardon, réhabiliter. Non, mais j'ai compris, mais parce qu'en fait, j'aime bien aussi le concept de réparer. Tu sais, on dit, si tu prends soin des choses, elles durent. Exactement. Et ça aussi, c'est un peu un concept important, c'est que le même truc, juste parce que, comme tu dis, par exemple, tu parlais que tu fais du skate. Imagine, tu l'as porté, bon, c'est peut-être pas à faire avec tes pièces, mais tu vois. Et genre, tu l'as accroché parce que t'as fait du skate, il est réparable potentiellement. On va pas dire, c'est fini pour lui. Tout est réparable. En fait, tout est absolument réparable. C'est pas parce qu'il y a un trou ou même une déchirure énorme que ça ne peut pas se réparer. Il suffit juste d'un peu de patience et de volonté et on peut toujours tout réparer. Mais malheureusement, cette société nous le fait pas souvent voir. On veut toujours tout ce qui est neuf et tout ce qui vient de sortir de la fabrique. Après aussi, parce qu'on sait pas réparer, toi, forcément, tu sais coudre, t'as tout ce gros bagage. Tu me disais tout à l'heure en off que t'aimerais bien transmettre ça et potentiellement que s'il y a des gens qui aimeraient apprendre à réparer eux-mêmes. Parce que
c'est la réalité. Moi, par exemple, je te donne un exemple. J'étais au village en train de faire du feu. J'ai brûlé mon leggings. Tu vois, ma vie, elle était pas marrante. Direct, c'est le début où je fais du feu, je reçois une braise sur moi. Ouais. Non, je me suis pas fait mal. Mais mon leggings, il a eu mal parce qu'il a eu un trou. Et potentiellement, moi, je me dis, j'aimerais savoir le recoudre. Le réparer, le pauvre, mais je sais pas faire, tu vois. Et ça, je veux dire, je suis pas le genre de personne qui va regarder des tutos et dire ouais, allez, je vais réparer mon leggings. Tu vois, il y aurait besoin de personnes qui transmettent. Ça, tu me disais que toi, t'aimerais transmettre aux personnes. Mais j'aimerais beaucoup, oui. Et c'est une opportunité, même le fait de pouvoir vraiment partager le savoir et le fait de donner l'idée que tout peut être réparé ou même avoir des nouvelles connaissances. C'est toujours très enrichissant, même d'un point de vue social, de rencontrer du monde qui est intéressé par ce que je fais, qui veut en savoir plus. Et même en fait c'est tout bête, mais n'importe à qui je peux expliquer comment faire un pantalon, le lendemain il peut le faire, quoi. Ah, c'est ça. Donc c'est pas si difficile que ça, il suffit juste un peu de volonté et de savoir-faire que je peux allègrement donner, quoi. Et je pense, tu vois, que même dans la région, il y a énormément de personnes qui peuvent avoir envie d'apprendre ça parce qu'en fait, moi, j'aime bien le concept de personnaliser aussi, tu vois, et que quand tu as fait toi-même, c'est personne d'autre peut l'avoir, quoi. Il y a aussi, tu vois, dans l'identité, un côté, il y a que moi, carrément, identitaire. En plus, il y a un trou, imaginons il y a un trou, ok, sur un jean. Oui, Ou plutôt sur comme un toi jean, sur un leggings, ouais. c'est pareil. On peut faire énormément de choses. Il y a des techniques japonaises à la main, par exemple, si on n'a pas envie de coudre à la machine, qui sont simples et qui sont magnifiques avec des Et ça points, prend pas trop de temps ça ou prend un peu de un temps, peu? mais c'est toujours le grand compromis, quoi, de cette génération. C'est Non, mais je veux dire, quand je dis ça prend du temps, je veux dire, c'est envisageable pour une personne qui est pas habituée à coudre. C'est ça que je voulais dire. Non, non, mais une trentaine, quarantaine de minutes, ça se trouve Voilà, dans la pas journée. 30 heures, parce que moi, je pensais que tu allais dire Non, ça. non, 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 non. Non, 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 non. Si on veut juste réparer ou couvrir un petit défaut qu'on a retrouvé ou qu'on trouve moche, il y a aucun problème. En une trentaine de minutes, ça se fait. Ou même si on veut personnaliser la chose, on veut faire un patch avec, je sais pas, un petit visage, un bonhomme ou quelque chose comme ça peut être super sympa à faire. C'est très personnel et en plus de ça, ça donne un peps incroyable à la pièce, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas te sentir tellement mieux de l'avoir fait, de vouloir la remettre et de faire voir, regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est super Elle a une sympa. histoire. Bah ouais, c'est super. Et même broder, je sais qu'il y en a qui brodent. Par exemple, tu peux broder un petit cœur, peut-être. Ça, broder, c'est difficile, je pense. Non? Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est que broder, ça te prend un temps incalculable. Okay. Il y a plusieurs techniques de broderie. Il y a des techniques qui sont plus rapides, mais qui sont moins précises, et donc ça fait quelque chose de moins, entre guillemets, beau après. Et moins accessible à un débutant aussi, parce que du coup, tu vas faire un truc peut-être pas très esthétique, en fait, pas terrible, quoi. C'est de la pratique. C'est beaucoup de pratique. C'est comme, imaginons, demain, tu veux faire un bonnet en tricot. Il va falloir que t'en tricotes 5 ou 6 avant d'avoir le 7e qui est magnifique, quoi, par exemple, tu vois. Oui, il faut avoir de la patience. Et ce qu'on disait en off, nous, c'est pas forcément, il y a des gens qui n'ont pas de patience, c'est pas le caractère. Donc, je suis pas très patient, mais à force, on s'y fait, quoi. Mais après, la patience, c'est relatif parce qu'une fois, t'as été patient les premières fois, t'as appris et une fois que t'as appris, tu sais où tu t'es trompé. Donc tu reproduiras pas ces erreurs-là et ça va te permettre d'aller plus vite. Tu gagnes du temps en vrai, ouais. Donc ça, ce serait un concept que tu pourrais lancer dans les mois, semaines, tu vois, de donner. Et t'imaginerais comment, un peu comme un atelier, les gens ils viennent, tu bois un café, tu amènes tes pièces que tu veux réparer plutôt que même c'est bête ce que je vais te dire, mais d'aller chez un couturier, ça doit coûter assez cher. J'ai jamais fait, mais ça coûte dans les 30-40 euros. Ça dépend de la réparation que tu lui demandes. Ouais. Ou même les gens qui sont petits qui veulent faire des ourlets. Je sais qu'il y en a, non mais c'est vrai. C'est moins cher. Les ourlets, c'est moins cher. Mais c'est au moins peut-être 15-20 euros si tu vois, à chaque fois tu rajoutes sur ton vêtement. Voilà, potentiellement, apprendre à faire un ourlet, c'est un truc que tu pourrais. C'est tout bête. C'est tout bête, voilà. C'est tout bête. Hein. Franchement, on s'en rend vraiment pas compte, mais c'est tout bête de faire un ourlet. Moi, combien de pantalons que je porte qui ne sont pas de moi, mais que je trouvais un peu trop longs et je les ai modifiés parce que je trouvais que c'était la meilleure chose à faire. Mais oui, je pense que comment je l'imagine, c'est
Ça dépend. Soit c'est de la réparation que je viendrais apprendre, soit c'est vraiment comment faire une pièce à soi-même et en être le plus fier possible, quoi. Parce que c'est super intéressant. Mais ce que je saurais apprendre le mieux, je pense, c'est de faire des pantalons. Je pense que un C'est premier ton... cours, moi j'ai beaucoup imaginé ce cours-là. C'est vrai? Vas-y, raconte. C'est une thématique que moi j'aime beaucoup. En fait, j'avais fait une fois avec un ami à moi qui voulait apprendre à faire des pantalons, etc. Vieil ami. Je lui avais fait faire des pantalons en miniature. OK. Et en fait, on dirait que c'est super dur comme ça, etc. Mais justement, c'est un gain de temps absurde parce que tu n'as pas des grandes pièces de, je sais pas, 120 centimètres à coudre. Donc, c'est des toutes petites, c'est des tout petits pantalons que tu peux mettre à tes doigts. D'accord? Et c'est super sympa parce que ça te fait comprendre comment réellement Ouais. on fait un pantalon, par quoi on passe, comme étape, etc. Et une fois qu'on a compris ça, il se serait beaucoup plus simple d'envisager en faire un vrai. Et donc, dans l'idée, ce serait un atelier dans lequel je ramènerais plein de petits bouts de jeans, des carrés. Et dans ces carrés, j'expliquerais comment couper la forme d'une jambe. Et en fait, une jambe, très peu de gens le savent, mais en fait, c'est constitué par deux moitiés de jambe. C'est-à-dire qu'on va faire un tube dans lequel on va mettre notre jambe, c'est-à-dire qu'il y a le devant et le derrière de la jambe. Et il y a 4 morceaux en tout, c'est-à-dire qu'il y a 2 devant et 2 dos. Ok. D'accord? Ouais, on n'en a aucune idée Et si tu le dis pas, quoi. c'est dur, il faut connaître. Et en fait, en ayant 2 devant et 2 dos, on va mettre un devant et un dos ensemble. Ouais. Et après, une fois qu'on a les 2 tubes qui sont là pour accueillir nos jambes, on va pouvoir assembler ces 2 tubes pour créer justement le pantalon. Et en fait, rien que ça, c'est une avancée incroyable parce que c'est super intéressant de savoir, même si c'est miniaturisé, c'est littéralement comme ça que dans les industries on fait vos pantalons. Ouais. Donc c'est super intéressant. Après, il peut être en coupe droite, en coupe évasée, en pas de def, il peut être dans tous les styles de sorte possibles. Mais ça, après, c'est à vous de décider aussi quel type de pantalon vous voulez, à partir de quel type de patronage vous voulez le faire, etc. Et donc c'est très intéressant de voir après comment les gens ils peuvent interpréter leurs pantalons et voir ce qui peut leur sortir de la tête. Ouais, mais c'est génial. Bon, c'est un concept à, voilà. Ah, et ouais, Ouais, forcément, hein, à étudier. Ça fait partie des choses que tu aimerais. j'aimerais, moi il y en a tellement. Mais c'est bien, c'est positif. Et sinon, dans tes autres rêves sur la marque, si on se fixe aucune limite. D'ailleurs, tu as un tableau que tu m'as montré tout à l'heure, à vivre le tableau, à être frappé par le tableau. C'était sur le fait de ne pas d'ouvrir des portes. Voilà. Si on ouvre toutes les portes potentiellement, ce serait quoi ta vision pour ta marque? Ton rêve, quoi. Si on ouvre vraiment toutes les portes, Si toutes les portes s'ouvrent. ce serait de devenir un artiste textile confirmé et qu'on ne capitalise pas sur mes pièces. En gros, dans l'idée, ce serait pas de faire une multinationale. Je veux pas faire une pompe à fric. Donc, en gros, ce serait de rester dans mon humble demeure pour créer mes humbles tableaux et mes humbles silhouettes et faire en sorte que les gens s'y intéressent et avoir un impact social entre guillemets avec ce que je produis. Mais ce n'est pas pour autant que je veux une marque qui suit un style multinational. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce serait d'avoir des représentations dans des galeries d'art importantes, dans des musées, dans quelque chose qui peut montrer que ma marque a été pionnière du changement vestimentaire et d'un changement aussi qui va envers l'écologie et qui est inévitable au bout d'un moment. Et on le voit, même les plus grandes marques maintenant commencent à mettre un pied dans l'upcycling. Et en fait, ce serait aussi de me différencier en fait entre ces marques qui veulent vendre en masse l'upcycling et faire ça de manière plus artisanale. Je veux que ma marque reste quelque chose d'artisanal, mais qui puisse nettoyer entre guillemets le monde à sa manière, c'est-à-dire récupérer tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qui est dédié à être jeté. Mais je pense que si je prends une grande ampleur,
Je pense que mes projets seront de plus en plus gros, c'est-à-dire que mes tableaux, ils vont faire des mètres. Ce sera plus vraiment des tableaux sur un tableau de base ou sur une résolution de base qu'on peut connaître ou un centimétrage, etc. Ce serait vraiment des grandes œuvres ou des sculptures en vêtements, des choses qui peuvent vraiment utiliser énormément de matière pour au maximum l'enlever justement de ces déchetteries, de cette pollution. Et donc je pense que j'aimerais beaucoup, si on voit vraiment grand avec aucune limite, récupérer vraiment, faire en sorte d'avoir une sorte d'association qui récupère tous les vêtements, tous les invendus, au moins de la Côte d'Azur Oui. ou de la France, et de les utiliser pour en faire autre chose. Bien sûr, je sais que si on voit aussi grand, moi je ne peux pas être le seul créateur dans dans cette grandeur. Donc je pense que il faudrait aussi avoir toute une équipe derrière avec des gens qui s'occupent de ce qui est les réseaux sociaux, des gens qui s'occupent avec moi de la direction artistique. En fait, c'est comme créer une entreprise mais qui ne sert pas à faire des milliards, mais plutôt à sauver justement des milliards de vêtements de l'abandon ou de la pollution. Et du coup après les prix devraient augmenter parce que les pièces seraient très limitées et ce serait essentiellement seulement pour subvenir aux besoins de la marque et aux besoins alimentaires de moi et ma famille, mais ce serait pas dans un gigantisme ou une surconsommation que je vois ma marque. Je la vois vraiment comme quelque chose de oui qui va se développer, qui va devenir grand, mais qui ne touche pas à la surconsommation et au surcapitalisme. C'est quelque chose qui je me suis mis comme point d'honneur et je pense que je vais respecter tout au long de ma vie. Je vais aborder la marque de manière artisanale, même si ça va être beaucoup plus grand et je vais pouvoir récupérer beaucoup plus de vêtements pour les sauver de la pollution et juste sauver un petit peu plus la terre. Est-ce que tu arrives à savoir dans ton histoire personnelle ce qui t'a créé en fait cette sensibilité quand même parce que donc tu as 22 ans à même l'écologie, la pollution, etc. Est-ce que tu as un souvenir de d'où c'est parti en fait ou pas du tout? Sur la pollution, je pense que quand j'étais jeune et que j'étudiais les premières industrialisations et les méfaits et les bienfaits, je pense que ça m'a beaucoup touché, le fait de voir qu'il y avait autant de points négatifs et que les gens fermaient les yeux totalement sur ces points négatifs et que pourtant ils étaient enjoués comme jamais par les points entre guillemets pseudo-positifs de cette explosion capitale, enfin capitaliste. Et, et je les comprends totalement parce que je ne peux pas les blâmer. C'est un peu, c'est de l'évolution. On a compris que en faisant certaines choses, on aurait pu engendrer beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus d'interactions. Donc je ne blâme personne, mais je pense que on aurait pu déconstruire pour reconstruire différemment. Et je trouve qu'on n'est pas encore en train assez de le faire. Et du coup, je mets la main à la pâte pour essayer de le faire. Et il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup touché pendant beaucoup d'années, c'est que j'ai toujours adoré les travaux très manuels. J'adore les personnes qui donnent leur vie pour créer des choses, pour en construire, pour essayer de faciliter la vie aux autres ou du moins de la rendre plus gaie. C'est comme un designer d'objets. Un designer d'objets sur une poignée, par exemple, il va étudier tout l'aérodynamisme de cette poignée pour qu'elle soit parfaitement adaptée à notre main, etc. Et en fait, tous ces petits détails rendent les choses plus simples pour qu'elles soient plus utiles. Ça m'a toujours beaucoup touché, cet aspect design, de rendre les choses plus accessibles et pourtant tellement mieux. Et donc en fait, je pense que cette partie de pollution et ce côté manuel, artisanat, ont pris un peu le dessus sur moi et m'ont donné envie de essayer de combiner les deux. Mais il est vrai que c'est dur de le voir sur une version gigantesque, comme on disait, sans aucune limite, parce que ça reste de l'artisanat et le fait est que l'artisanat reste une minorité.
Donc je suis très objectif vis-à-vis de ça. Je sais que c'est quelque chose qui est minoritaire, mais qui a une plus-value absolue selon moi, et qui est très important parce qu'au final, c'est des vraies personnes qui sont derrière ce qu'on crée en fait. Derrière ce qu'on fait, il y a des vraies personnes, il y a des humains avec des histoires vis-à-vis de ce qu'on crée. Et c'est ça un peu qui m'a touché, c'est de me dire qu'on peut vraiment repopulariser un peu cette idée de manualité, ce savoir-faire. Et j'ai peur que le savoir-faire s'éteigne et qu'on laisse faire tout par des tierces ou par des entreprises qui auront la main mise sur tout ça. Et donc ce monopole, il est très fragile parce qu'ils l'ont déjà, mais se bagarrer en étant un artisan vis-à-vis de ce monopole est toujours très c'est moustillant, quoi. C'est toujours très sympa de se dire que on est le petit poisson hors de l'eau qui essaie de nager quand même, quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode.